Mesdames et Messieurs, la Cour européenne des droits de l'homme a pour mission de faire respecter les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme par les États membres du Conseil de l'Europe. La disposition pertinente pour le sujet de cette conférence aujourd'hui est l'article 6 alinéa 1 de la Convention CEDH. Selon elle, toute personne a le droit de faire entendre ses litiges par un tribunal indépendant. L'indépendance, je dois le dire, n'est qu'une des exigences contenues dans cette disposition. Le tribunal doit également être impartial, se fonder sur une loi, suivre une procédure équitable, et ceci dans un délai raisonnable. Donc, vous voyez, cette garantie n'existe pas pour les juges, mais elle exige pour protéger les personnes qui font appel à un tribunal ou qui sont amenées devant un tribunal. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas pour mandat d'harmoniser ou même d'unifier le droit des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Non, il doit assurer une norme fondamentale de l'État et ce qui le distingue de l'Union européenne qui doit harmoniser le droit ou les droits des États membres et qui modifie et prime sur le droit national. Mais la CEDH oblige les États membres de suivre la CEDH, de la respecter, mais ne peut pas harmoniser. Donc l'indépendance judiciaire se relève à l'application du droit dans les litiges. La garantie de l'indépendance est la suivante. L'application de la loi dans un litige doit s'orienter par rapport au droit et pas par rapport aux autres aspects comme l'économie ou autres. Qu'est-ce qui menace l'indépendance? Eh bien, la CEDH l'a défini, à savoir le pouvoir d'État, c'est-à-dire la politique. Voilà, tous les pays produisent un peu le droit et c'est la politique qui le fait. Mais dans l'état de droit, le pouvoir judiciaire est émancipé par rapport à la politique. Donc l'application de la loi ne doit pas suivre la politique, mais il doit y avoir une indépendance par rapport aux instructions politiques. Autour de cet élément clé de l'indépendance, il y a pourtant bon nombre d'instances. Ces instances ont un impact indirect sur l'indépendance judiciaire. Donc, cette garantie doit également s'étendre à l'environnement du pouvoir juridique. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme regarde l'article 6, alinéa 1, et l'interprète. Si on y regarde de plus près, on voit que depuis les années 80, il y a 4 éléments qui entrent en jeu. D'abord, la manière dont les juges sont nommés. Deuxièmement, la durée de leur mandat. Troisièmement, l'existence des garanties contre les influences extérieures. Et finalement, la façon dont se présente cette indépendance du système judiciaire. La Cour a dit rapidement que ces 4 points ne traitent pas de façon exhaustive tous les aspects. Donc, d'autres critères s'y ont ajouté. Je vous donne quelques exemples. L'inamovibilité des juges, l'absence d'instruction, la liberté d'instruction, le secret, l'immunité, le secret de délibération, le caractère contraignant des décisions, la rémunération des juges. Et ce qui m'a, si je n'ai pas oublié quelque chose, on ne dit rien, pourtant, ce qui me surprend, rien pour au sujet de la réélection des juges. Mais depuis peu, on regarde également l'indépendance au sein du système judiciaire, c'est-à-dire les
présidents des tribunaux, par exemple. Là, il y a l'évaluation qui entre en jeu, l'évaluation des juges et des présidents des tribunaux. Mais ce sont les 4 principes que j'ai mentionnés et j'aimerais bien savoir comment ces 4 principes se comportent par rapport à l'indépendance par rapport aux instructions. Qu'en est-il de leur garantie lorsqu'on parle de l'indépendance interne des juges et à l'intérieur du système? Mais je ne vois pas de système dans cette définition. Et pourquoi? Je pense que bon nombre d'aspects entrent en jeu et des tribunaux exceptionnels, par exemple. Il y a une brèche pour l'influence extérieure, c'est l'élection des juges. Et là, on en a déjà parlé d'ailleurs. On en parle beaucoup, mais et si on arrive à avoir des juges qui font tout ce qu'on souhaite, tout ce que la politique souhaite, on n'a même plus besoin de définir l'indépendance par rapport aux instructions. Et bien évidemment, il y a certaines difficultés qui se présentent, non seulement au sein de l'Union européenne avec 25 membres, le Conseil de l'Europe a 47 membres, et cela nous donne toute une panoplie d'organisations du pouvoir judiciaire. Et le tribunal, la Cour européenne doit faire face à toute cette panoplie de systèmes organisationnels. Et si on connaît les constitutions, on ne sait toujours pas assez sur l'indépendance des tribunaux des pays membres. On a besoin de connaître la pratique et de la culture juridique. Il y a la possibilité des systèmes de nominer des juges qui et parfois toutes les portes sont ouvertes à la corruption, alors que le pouvoir politique n'en profite pas. Et on peut avoir le cas contraire, à savoir là où il y a vraiment des garanties contre la perte de l'indépendance des juges, alors que ces garanties sont contournées. Ce sont là les difficultés avec lesquelles la Cour doit faire face. Et la Cour européenne des droits de l'homme se tire de l'affaire en disant il n'y a aucun système qui peut garantir le respect de l'article 6, alinéa 1. Et il dit donc que chaque système d'élection est acceptable du moment où les personnes élues sont indépendantes par rapport aux instructions. Mais il faut faire attention. Cette garantie doit être appliquée à tout moment. Quel est le problème? À mon avis, la Cour européenne évalue la situation de l'indépendance à l'égard de toute instruction rien que sur la base des jugements et de la loi, mais pas par rapport à la pratique. Il y a des organes différents et on sait que dans les États anciennement socialistes, on a eu plusieurs organes qui se sont occupés. La question est toujours de savoir qui procède à la nomination des juges. Et même dans un cas où les juges et les conseils des juges sont nominés par le président de l'État,
la Cour européenne n'a pas fait opposition si les juges nominés étaient libres dans leur pouvoir décisionnel. La durée du mandat joue également un rôle. Et la durée du mandat d'un juge est normalement réglée dans la loi. Ça peut être 3 ans, qui serait un mandat relativement court. Si l'indépendance est garantie, c'est acceptable. Donc la durée du mandat est toujours liée à cette indépendance. Et la fin du mandat joue également un rôle. Est-ce qu'on peut terminer le mandat d'un juge avant la fin légale du mandat ou pas? Ça aussi, là aussi, il y a un lien étroit avec l'indépendance. La garantie, selon la Cour européenne, est donnée lorsqu'il peut être exclu que les juges peuvent être retirés de leur fonction avant le terme de leur mandat. Selon la Cour européenne, il peut y avoir des raisons pour terminer un mandat avant son terme, mais la Cour européenne exige que cette termination du mandat avant son terme repose sur des lois et des définitions précises. Donc, l'indépendance seule ne suffit pas. Il faut également que les justiciables puissent comprendre cette indépendance et puissent avoir l'impression que les juges sont indépendants. Ce n'est que comme cela que les justiciables puissent développer une confiance dans le système judiciaire. Donc, je parle ici aussi de la façon dont se présente cette indépendance. Si j'avais un peu plus de temps, je ferais ce que M. Voskuhle a dit, c'est-à-dire parler de cas individuels. Mais maintenant, je ne peux que donner un aperçu global. Tous les cas montrent que l'indépendance du système judiciaire est multifactorielle. Il y a des menaces d'un peu partout et sur tous les niveaux. Quel est le degré d'indépendance du système judiciaire dans un pays? Eh bien, on ne peut que le savoir lorsqu'on regarde tous les facteurs ensemble qui sont étroitement liés les uns aux autres. Donc, M. Voskuhle a parlé d'une protection systématique. La Cour européenne ne l'offre pas encore, à mon avis. La Cour européenne parle de certaines mesures, de facteurs. Il peut y avoir des cas très clair lorsque, par exemple, en Russie, on échange 11 juges l'un après l'autre jusqu'à ce qu'on a un juge en fonction qui fait ce que la politique souhaite qu'il fasse. Là, on peut avoir un cas clair, mais en règle générale, les cas ne sont pas aussi clairs que cela. Donc, il faut regarder la pratique et la culture du système juridique avant de pouvoir faire une évaluation. Et la Cour européenne ne le fait pas encore. Mais il y a toujours des votes individuels des juges qui exigent une activité plus approfondie. Il y a donc un souhait de garantir l'indépendance du système judiciaire. Et il faut, pour y arriver, regarder non seulement les lois, mais aussi la pratique. J'espère que nous allons en discuter, notamment avec Madame Nussberger qui est là, et elle me corrigera car elle est l'experte en la matière.